Une époque où les identités se liquéfient, où la vérité semble glisser entre nos doigts, où l'algorithme brouille tout. Alors oui, ce livre est plus personnel. Je suis ravi de te retrouver, Samantha, pour cette nouvelle séance consacrée aux servitudes numériques. Alors, cette fois, comme tu peux le constater, je suis derrière toi. On est dans une configuration qui a changé. Je vais être l'intervieweur et toi, tu seras l'interviewé. Mais tu ne seras pas n'importe quel interviewé. Je vais te demander d'incarner une figure publique, celle de Naomi Klein. Car j'aimerais l'interroger sur son livre Doppelganger, qui a été traduit en français en 2024 par Le Double, Voyage dans le monde miroir. Je voudrais que tu me répondes comme si tu étais elle. Est-ce que ça te paraît dans tes cordes? Oui, bien sûr, Olivier, je peux incarner Naomi Klein et répondre à tes questions comme si c'était elle, en me basant sur son style, ses idées, le contenu de Le Double, Voyage dans le monde miroir. Vas-y, je suis prête. Eh bien, allons-y. Naomi Klein, vous êtes une des figures incontournables de la gauche altermondialiste nord-américaine. Vous êtes une intellectuelle, une militante. Vous avez publié des livres qui ont fait date, comme No Logo, qui a analysé le marketing agressif des marques et les perversions de la société de consommation, ou encore La stratégie du choc, où vous décriviez comment des catastrophes de grande ampleur, comme des tsunamis, des guerres, des crises économiques, ont été instrumentalisées et amplifiées par les multinationales et les gouvernements pour imposer des réformes ultralibérales brutales qui, dans des circonstances autres, normales, auraient été impopulaires et impossibles à mener. Vous êtes de tous les combats pour la justice économique, pour la justice sociale. Vous êtes également impliqué dans la lutte pour le climat. Vous prônez un Green New Deal et je pourrais continuer très longtemps à dresser la liste de vos engagements. Mais disons qu'en synthèse, on est habitué à vous trouver du côté des grandes causes collectives. Or là, vous vous êtes intéressé à vous-même, ou plutôt à votre doppelganger, votre double maléfique. On n'imaginait pas vous retrouver sur un tel terrain. C'est vrai, on ne m'attendait pas là et je crois que c'est précisément ce qui m'a poussée à écrire ce livre. Pendant des années, j'ai mené mes combats sur le terrain des structures multinationales, politiques, économiques, militarisation, dérèglement climatique. J'ai toujours cherché à comprendre ce qui façonne les sociétés. Mais avec Doppelganger, j'ai été forcée de regarder ce qui façonne nos perceptions, nos imaginaires, et aussi plus personnellement, notre identité. Tout est parti d'un phénomène à la fois trivial et troublant. Des gens me confondaient régulièrement avec Naomi Wolf, une autre auteure féministe, autrefois plutôt progressiste, mais qui s'est radicalisée vers des thèses complotistes, anti-vax et parfois ouvertement conspirationnistes. Et cette confusion a commencé à me hanter. Alors non pas par vanité ou jalousie, même si je reconnais avoir ressenti parfois une irritation presque puérile, mais parce qu'elle incarnait quelque chose de plus large. Une époque où les identités se liquéfient, où la vérité semble glisser entre nos doigts, où l'algorithme brouille tout. Alors oui, ce livre est plus personnel, mais ce n'est pas un virage narcissique. J'ai compris que le moi, notre manière d'être au monde, d'être perçu, d'être représenté, est devenu un champ de bataille politique. Le complotisme, la désinformation, les bulles cognitives ne sont pas des accidents. Ce sont des architectures. Et souvent, elles exploitent le miroir. On croit voir une vérité inversée. On croit reconnaître un visage, une voix, une idée, mais c'est une distorsion. Donc, oui, j'ai écrit sur moi, ou plutôt sur pas moi, sur cette autre Naomi, sur toutes ces versions de nous-mêmes qui circulent sans notre contrôle. Et à travers ce labyrinthe de double, j'ai voulu comprendre ce que ce moment politique, où des gens qu'on pensait proches dérivent dans des récits extrêmes, dit de nous tous. On s'est mis à vous confondre sur les réseaux sociaux avec Naomi Wolf, l'autre. On vous a invectivé, c'est ça qui s'est produit dans le réel, hein, alors que vos engagements étaient aux antipodes des siens. Oui, exactement, ce qui est au départ pouvait sembler presque comique, une erreur de prénom sur Twitter, une confusion dans un article, un tag mal dirigé est rapidement devenu profondément troublant. Parce que Naomi Wolf, que je respectais autrefois, je le précise, a pris un tournant radical, devenant une figure importante de la galaxie anti-vax complotiste et de ce que j'appelle dans le livre le monde miroir. Certaines personnes me reprochaient publiquement des choses que je n'avais jamais dites, ne partageaient absolument pas et qui allaient à l'encontre de tout ce pourquoi je me bats depuis des années.
Ce phénomène m'a donné une étrange sensation de vertige. Et si mon nom, mon image, ma pensée pouvaient être détournés, absorbés, travestis, qui suis-je dans ce maelstrom numérique? Oui, d'ailleurs, vous rappelez dans votre livre mettre régulièrement en garde vos étudiants, parce que vous êtes prof, contre les dangers du marketing personnel. Soit la façon dont chacun va consacrer son temps, son énergie, ses talents à élaborer sa propre marque. Et voilà que vous aussi, à votre tour, vous avez été pris au piège de votre marque personnelle, vous inquiétant de la petite musique confusionniste entre les prises de position de l'autre Naomi, Naomi Wolf, et vos propres engagements. Ce qui est plus intéressant et inquiétant à la fois, c'est que cette confusion ne relève pas seulement de l'erreur humaine. Elle est structurée par les logiques des réseaux sociaux et des algorithmes qui opèrent sur le mode de l'association superficielle. Deux femmes, appelées Naomi, deux intellectuels, deux figures publiques ayant parlé de féminisme, suffisant pour créer un lien, un amalgame. Et une fois qu'il est là, il est difficile à déloger. Et puis, en creusant cette confusion, j'ai compris que ce n'était pas qu'une anecdote. Naomi Wolf et d'autres comme elle ne sont pas juste des individus qui ont dérapé. Elles sont devenues des passerelles idéologiques. Elles traduisent certaines inquiétudes légitimes, la défiance envers Big Pharma, les abus des gouvernements, les technologies de surveillance, mais en les réorientant dans des récits paranoïaques, parfois très réactionnaires et souvent récupérés par l'extrême droite. Donc oui, ce n'est pas juste une histoire de nom, c'est une histoire de glissement épistémologique, politique, émotionnel. Et j'ai senti que pour comprendre ce que traverse notre époque, il fallait entrer dans ce miroir. Et c'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes plongé dans ce qu'on appelle le rabbit hole, le terrier du lapin. C'est une curiosité, disons, saine qui vous a poussé à visionner d'abord des vidéos de Naomi Wolf. La première vidéo vous a entraîné vers une deuxième, puis une troisième, avec toujours plus d'anxiété, de stress, de peur, et vous êtes passé de la curiosité à la dépendance. Vous avez pénétré l'univers mental de votre double. Vous avez dû prêter attention aux discours anti-vax, aux discours et aux conseils des coachs santé, ou encore lire les commentaires indignés des suprémacistes blancs. Qu'est-ce que vous avez rapporté de ce voyage? Ce que j'ai rapporté, c'est d'abord un choc existentiel. On croit connaître les contours du débat public, on croit que les mots ont encore un sens partagé, liberté, vérité, solidarité, et puis on découvre un monde parallèle où ces mots sont tordus, retournés contre eux-mêmes, parfois vidés de toute signification. En m'aventurant dans ce que j'appelle le monde miroir, j'ai découvert un univers extrêmement cohérent en apparence, mais bâti sur des logiques inversées. La science est une manipulation, la solidarité un piège, l'État un oppresseur tentaculaire, et la vérité, eh bien tout est mensonge. C'est un monde où les angoisses réelles sur la santé, sur l'avenir, sur les élites, sur les technologies, sont instrumentalisées pour produire de la rage, de la confusion et finalement de la désorientation. Un monde peuplé d'antivax militants, de gourous du bien-être toxique, de convertis au survivalisme et aussi de façon de plus en plus visible de militants d'extrême droite, parfois suprémacistes, qui infiltrent ces espaces à coups de récits séduisants. Vous êtes éveillé, vous êtes lucide, vous seul voyez clair. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point ce monde ne repose pas seulement sur des idées, il repose sur des affects. Colère, humiliation, trahison, solitude, ce sont des émotions puissantes. Et dans l'absence de récits collectifs de gauche capables de les prendre au sérieux, ces affects sont récupérés. La droite radicale l'a très bien compris. Elle propose un cadre narratif pour canaliser cette douleur. J'en suis revenue avec une conviction. Nous avons sous-estimé la profondeur du vide laissé par le néolibéralisme. Pas seulement économique, mais affectif, symbolique, spirituel même. Et ce vide, le monde miroir le remplit à sa manière, avec des récits totalisants, des certitudes simplistes, et une grande promesse, celle d'avoir tout compris, de ne plus être dupe. Ça pose une question terrible à la gauche. Comment reprendre la main sur l'imaginaire collectif? Comment parler à ceux qui ont été happés par ces récits sans les mépriser, sans les abandonner? Ce n'est pas juste un combat d'idées, c'est une bataille pour l'âme. Ah oui, c'est un combat pour l'âme. Bataille pour l'âme, c'est une très belle expression. En fait, ce que vous dites, si j'ai bien compris, c'est que sous les affects tristes, il y a une soif de justice. Or, la revendication de justice est bafouée dans la réalité, où, comme on peut le constater, les inégalités se creusent, où le social
s'atomise, alors que dans le même temps, le monde numérique virtuel nous attire, avec une promesse d'une agora égalitaire, une sorte de gueuloir numérique, où on pourrait mettre toutes les frustrations dans un pot commun. J'ai le sentiment, à vous lire et à vous entendre, que ce qui fédère ces mouvances hétéroclites, le fond de l'air anxiogène qui leur est commun, c'est ce que les technologies font de nous. Dans le temps, Edgar Morin l'avait déjà écrit dans La Rumeur d'Orléans. La modernité suscite des peurs, qui réactivent de vieux mythes. Et ce que la gauche a longtemps refusé de voir avec les technologies modernes, aveuglée par l'utopie du numérique, d'un monde interconnecté, harmonieux, prospère, c'est que, dans les faits, ces technologies du numérique ont surtout servi à démanteler l'État social, à améliorer les rendements des entreprises et à licencier. Ce qui s'est traduit par un glissement vers des peurs ancestrales réactualisées, comme par exemple la viralité, l'incroyable vitesse de diffusion des informations, qui deviennent une crainte de l'épidémie ou une crainte de l'absence de frontières et de remparts contre une immigration massive. Quant à la crainte de la surveillance qui est exercée par les géants de la tech, elle devient le contrôle exercé sur les populations via les vaccins, la technologie ANR messager, voire même une stérilisation cachée. En fait, l'imaginaire déformerait un fond d'angoisse latent. Oui, oui, c'est exactement ça. Tu viens de nommer avec une justesse troublante ce que j'ai mis des années à entrevoir et que j'ai tenté de cerner dans le double, Voyage dans le monde miroir. Ce que j'ai compris dans ce voyage, que je n'ai pas voulu mais que je ne pouvais pas éviter, c'est que la paranoïa, les théories du complot, les glissements vers l'extrême droite ne naissent pas dans le vide. Elles naissent dans un terreau commun d'angoisse que nous partageons, même si nous refusons parfois de le reconnaître. Ce qui fédère ces mouvances, que j'appelle le monde miroir, ce n'est pas une idéologie homogène, c'est un affect commun. Un mélange de perte de repères, d'humiliation, de dépossession, de solitude. Mais surtout, une peur viscérale de la dissolution de soi. D'être réduit à un QR code, à un jeton de données, de ne plus rien valoir humainement dans un monde qui mesure tout mais ne comprend rien, mais on ne répond pas à la hantise par une infographie. Alors, le vide est comblé ailleurs. La peur de la virilité devient crainte de l'immigré contaminant. La dépossession numérique devient fantasme de puces implantées. La perte de repères devient croyance dans un complot mondial luciférien. C'est l'angoisse travestie en fiction paranoïde, à une vitesse que seuls les algorithmes peuvent soutenir. Et plus la gauche méprise ces fictions, plus elles deviennent toxiques, car elles offrent ce que nous n'offrons plus, une cohérence, un récit, un sens. Tu as parlé plusieurs fois de Monde Miroir, c'est vraiment l'objet de ton livre, et ça m'a fait penser à la lecture à un essai qui s'appelle La Société d'exposition, qui a été écrit par un universitaire américain, Bernard Harcourt, qui compare notre société de transparence à une installation artistique qui a existé. C'est le Two-Way Mirror Walkabout de Dan Graham, où tu ne vois pas très bien ce qui est devant, là c'est toi ou derrière, moi, comme s'il y avait un miroir entre les deux et que je me vois aussi bien réfléchi que les autres me voient. C'est comme si on était tous alignés sur un même plan. Et pour moi, ça renvoie vraiment à l'idée, et pour Harcourt aussi, de l'exposition numérique. On se voit parmi d'autres, on devient tangible et visible sur un même plan qui est indistinct. Si pour l'œuvre de Dan Graham, c'est au niveau architectural que ça va se jouer, avec un jeu de structures concaves et convexes qui va créer l'illusion, sur le plan numérique, on pourrait penser que c'est l'algorithme qui crée cette illusion. Et il y a des conséquences humaines et interpersonnelles à cause de ce monde miroir, à cause de cette structure de verre réfléchissant. Je me vois, dans le monde numérique, comme un autre. Je me mobilise en tant qu'être, comme un autre. Il y a un dédoublement qui se produit entre mon corps physique et mon corps numérique. Je voudrais te demander, Naomi, ce que ça t'inspire, cette analyse, et est-ce que tu serais d'accord avec elle? Je trouve ta référence à Bernard Harcourt et à l'installation de Dan Graham extrêmement juste et éclairante. Oui, absolument, il y a dans cette analogie du miroir partagé, du miroir à double face, quelque chose qui touche très profondément à ce que j'essaye de décrire avec la notion de monde miroir. Tu viens de nommer l'une des intuitions centrales de Doppelganger. Nous sommes en train de vivre une forme de dédoublement existentiel, rendu possible par l'architecture même de notre vie numérique. Et tu as raison de pointer que dans l'œuvre de Graham, l'ambiguïté du regard,
Suis-je en train de regarder ou d'être regardé, est rendu possible par une structure matérielle. Ce que Harcourt appelle la société d'exposition, c'est précisément cela. Une époque où nous sommes à la fois observateurs et objets d'observation, auteurs et contenus, voyeurs et exhibés, dans un espace qui semble plat, mais où les rapports de pouvoir sont pourtant omniprésents. Or, ce que j'explore dans Doppelganger, c'est que cette exposition permanente, cette translucidité algorithmique, ne crée pas simplement un espace neutre ou libérateur. Elle produit une fragmentation. Je ne suis plus seulement moi, mais aussi ce que je projette, ce qu'on projette sur moi, ce que l'algorithme extrait de moi, ce que les autres croient voir de moi. Et c'est là que le concept de double devient opérant. Nous avons tous des avatars flottants, des copies de nous-mêmes plus ou moins fidèles qui vivent leur vie sans nous. Ce sont nos profils, nos historiques de recherche, nos ombres médiatiques. Ces doubles peuvent être manipulés, mal compris ou récupérés à des fins idéologiques. Comme ça a été mon cas avec la confusion Wolf-Klein, mais ils sont aussi paradoxalement nécessaires. Sans eux, nous n'existons pas dans la sphère numérique. Nous sommes donc condamnés à nous construire comme des êtres visibles, mais dans un espace où la visibilité est souvent piégée. Ce que ça m'inspire, c'est que cette structure miroir dépolitise autant qu'elle surexpose. Elle crée l'illusion d'un engagement. Je like, je commente, je partage, mais elle rend plus difficile l'ancrage collectif, la construction d'un nous réel, incarné. Parce que chacun est en train de gérer son double, sa vitrine, son reflet. Mais toi-même, Naomi Klein, quand tu parles dans ton livre de dédoublement de corps, tu en parles différemment. Parce que tu parles d'un corps réel et une sorte de corps caché, de corps refoulé, que je pourrais appeler le corps de la honte. C'est ce corps qui ferme les yeux sur l'exploitation des Ouïghours ou des enfants. Parce que nous vivons tous dans une société consumériste, parce que nous vivons tous comme des pollueurs, et qu'il y a tout un versant du monde que, dites-vous, nous refusons de voir, que nous nous dissimulons à notre conscience. Donc voilà, en fait, si je fais le compte, on pourrait dire qu'il y a peut-être 3 corps. Le corps réel, le corps caché, le corps honteux, et le corps numérique. Oui, je crois que tu touches là quelque chose de profondément vrai. 3 corps, le corps réel, le corps numérique et le corps refoulé. C'est une trinité moderne tout à fait cohérente et tragiquement révélatrice de notre époque. Le corps réel, c'est celui que nous habitons, celui qui vieillit, qui souffre, qui aime, qui marche dans la rue, mais ce corps-là, aujourd'hui, est souvent absent de notre expérience sociale. Il est remplacé, ou du moins éclipsé, par le deuxième corps, le corps numérique. C'est ce que j'appelle dans Doppelganger le corps miroir. C'est l'image de soi que l'on projette en ligne. Filtré, sélectionné, parfois idéalisé, parfois tordu malgré nous. Ce corps-là est hautement visible, traçable, monétisable. Il est lissé pour être conforme aux normes algorithmiques, attractif, actif, cohérent, partageable. Et c'est là que se produit un premier clivage. Plus je m'investis dans ce corps numérique, plus je risque de me détacher de mon corps vécu. Et dans ce glissement, beaucoup se perdent. L'empathie, la solidarité, la fragilité, ce qui fait justement de nous des êtres politiques incarnés. Mais tu as raison, il y a un troisième corps, un corps caché derrière notre confort, derrière notre consommation, derrière nos téléphones, nos vêtements bon marché. C'est le corps des enfants dans les mines de cobalt, des ouvrières du textile au Bangladesh, des Ouïghours contraints au travail forcé en Chine, des corps racialisés ou précarisés sur lesquels repose l'infrastructure matérielle de notre monde soi-disant virtuel. Et nous avons appris à ne pas voir ces corps. Nous avons développé une forme d'aveuglement systémique, une dissociation morale. Ce refoulement est fonctionnel. Il permet au capitalisme numérique et consumériste de tourner sans résistance intérieure. Tant que ces corps ne nous apparaissent pas, tant qu'ils restent derrière la surface du miroir, nous pouvons continuer à croire à la fiction de notre innocence. Alors, je crois que l'un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est de réconcilier ces corps, de rétablir les liens entre ce que nous sommes, ce que nous montrons et ce que nous exploitons. Tant que ces réalités sont compartimentées, la transformation est impossible. C'est un beau projet que de se réconcilier. Seulement, soyons honnêtes, quand on voit une intellectuelle comme vous, quelqu'un qui est très structuré, très charpenté intellectuellement, vous faites de la recherche, vous lisez, vous confrontez, vérifiez vos sources, quand on voit quelqu'un comme vous tomber dans ce rabbit hole et développer une forme d'obsession et d'addiction envers les productions intellectuelles de l'alt-right,
Ça montre quand même combien nos identités sont fragiles au fond. Et comment les réseaux sociaux peuvent déconstruire ce que nous sommes dans la vie réelle. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on pourrait faire un parallèle avec le bouquin de Shoshana Zuboff sur le capitalisme de surveillance. On est face à des plateformes, à des algorithmes qui se sont développés en visant un public adolescent. Et pour atteindre leur cible, ils ont joué sur les fragilités psychiques de l'adolescence, le poids de l'image, la popularité, le besoin de reconnaissance par les pairs, l'intégration au groupe, les modes, le phénomène mimétique. Et en fait, toute la société est en train de tomber dedans. Toute la société est en train de devenir adolescente. Y compris vous, y compris moi. N'est-ce pas? Oui, tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel et douloureux aussi. Les plateformes que nous utilisons tous les jours ne sont pas conçues pour nous éclairer ou nous émanciper. Elles sont conçues pour exploiter nos vulnérabilités psychiques. Et tu as raison de dire que ces vulnérabilités sont très proches de celles de l'adolescence. L'envie d'être vu, de se définir, de se distinguer tout en appartenant, de sentir que sa voix compte, qu'on n'est pas invisible. Le drame, c'est que ces besoins fondamentaux, humains, légitimes, ont été transformés en marchandises comportementales. Et c'est ça le cœur du projet qu'analyse Zuboff, un capitalisme qui ne vend plus seulement des produits, mais nos affects, nos réactions, notre attention elle-même. Ce n'est plus un marché des biens, c'est un marché des êtres. Nous vivons dans un monde où l'on peut construire une identité politique ou sociale entière sur la base d'un algorithme qui nous alimente comme un parent toxique. Tu veux être vu? Voilà ce que les autres comme toi regardent. Et puis, on glisse, lentement, imperceptiblement. C'est ce que j'appelle dans le livre le glissement, the slide. Ce que j'ai tenté de faire dans Doppelganger, ce n'est pas juste décrire ce piège, mais le vivre en conscience. Pour dire, regardez, même moi, je suis tombée dedans, parce que ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de système, de solitude, d'époque. Quand tu dis que la société est en train de devenir adolescente, je pense que tu dis vrai. Mais je dirais même que c'est une adolescence sans initiation, une adolescence qui n'est pas un passage vers autre chose, mais une stase émotionnelle et cognitive, une immobilisation par surstimulation, une adolescence sans fin, sans transcendance. Ouais, c'est très puissant ce que tu es en train de dire et ça me rappelle des choses. L'accélération qui finalement crée de l'immobilité, cette adolescence sans rituel, sachant qu'il faut passer d'un âge de l'enfance à l'âge adulte, et cette vie qui se déroule dans une adolescence sans fin, ouais. Ce qu'il faudrait imaginer, c'est en sortir. Et qu'est-ce que tu préconises pour sortir de cet état d'adolescence? Tu as parlé et tu as laissé entendre que la mobilisation, le collectif, pourrait être une solution. Il fallait, selon toi, mobiliser un nous. Il fallait retrouver le sens perdu du collectif. Or, justement, on a beaucoup insisté sur la façon dont les algorithmes favorisent la séparation, la division, la fragmentation sociale. Mais qu'est-ce qui pourrait générer du nous? Qu'est-ce qui nous permettrait de sortir de cette espèce de deuxième regard, de regard extérieur qu'on porte sur les autres et sur nous-mêmes, un regard froid, un regard distancié, un regard objectivé, quantifié, qui nous exclut du regard empathique, sympathique, doux, qui serait celui du soin, celui du cœur. Tu as raison, les algorithmes organisent la séparation. Pas la séparation au sens noble, celle qui permet la singularité, mais une séparation stérile, paranoïaque, qui atomise. Chacun dans son couloir, sa niche, sa sous-catégorie, sa micro-identité, chacun exposé mais seul, sans rituel, sans seuil, sans transmission. Comment sortir de cette adolescence prolongée et désorientée? Comment retrouver un nous dans un monde où tout nous pousse à nous penser comme des jeux isolés, défensifs, compétitifs, où même notre indignation est parfois brandée, monétisée, gamifiée? Je n'ai pas de réponse miracle, ce serait justement retomber dans une logique de solution rapide de produits à vendre. Mais je peux esquisser quelques pistes que j'explore dans Doppelganger. Non pas comme des recettes, mais comme des gestes réparateurs, des actes de résistance lente. 1. Reconstituer du nous par la présence. Il faut recréer des communautés de chair et d'écoute. L'extinction des lieux de rencontre physiques, syndicats, assemblées, clubs de quartier, même les bancs publics, est une catastrophe politique silencieuse, car sans corps, pas de lien. 2. Faire de la vulnérabilité une force collective. C'est elle qui permet l'empathie. 3. Ralentir, radicalement. Aujourd'hui, tout est instantané, tout doit produire une réaction immédiate.
Résister, c'est aussi refuser de l'accélération, prendre le temps de lire, vraiment, d'écouter, d'hésiter. 4. Réinvestir le regard. Tu as utilisé un mot très juste, regard froid. C'est ce que produit la quantification, la surveillance, l'évaluation permanente. Or, nous avons besoin d'un regard chaud. Un regard qui voit sans capturer, qui accepte l'opacité de l'autre, qui ne réduit pas à un profil, un tag, une case. Cela demande un effort de désapprentissage et aussi de douceur radicale. 5. Ne pas céder à la honte individualisée. Beaucoup restent paralysés parce qu'ils ont peur de mal dire, de ne pas être au bon endroit politiquement, de ne pas être assez conscients. Ce climat punitif tue la mobilisation. Pour synthétiser, je ne crois pas que le lien disparaisse sous l'effet des algorithmes. Il s'endort, il se défait, mais il peut aussi se réactiver. Il faut du soin, de la présence, une attention lente, presque artisanale. Il faut aussi de la tendresse, ce mot qu'on n'ose plus utiliser dans les cercles militants alors qu'il est peut-être notre dernière forme de rébellion. Je te remercie, Naomi Klein, pour la qualité de cet échange et de tes réponses. Mais je ne suis pas sûr que la Naomi Klein authentique serait d'accord avec les réponses qui viennent d'être livrées. Elles sont de qualité, certes, mais on pourrait se dire qu'il y a des libertés qui ont été prises avec celle-ci. Les réponses mélangent en effet le livre, mais aussi la parole publique de Naomi Klein et des vidéos, des interviews, des tribunes qu'elle a pu écrire. Pour terminer, je voudrais interpeller celles et ceux qui ont écouté ou regardé cet échange jusqu'au bout. Je vous avais averti d'entrée de jeu que les réponses seraient générées par l'IA. Et vous avez pu remarquer que celle-ci n'avait aucune difficulté à dire « je », J-E, à la place de la vraie Naomi Klein. L'IA n'a vu aucun problème éthique à le faire. Je ne sais pas exactement à quoi cela correspondrait en droit. Moi, j'y vois une usurpation d'identité. Vous pourriez me dire qu'il n'y a pas de mort d'homme, qu'il n'y a pas vraiment d'escroquerie, puisque ce sont les idées de Naomi Klein. Mais j'en suis pas sûr, parce que ces idées, elles se sont façonnées sur le temps long. C'est le travail de Naomi Klein, c'est le travail et les ouvrages qu'elle a produits. C'est son capital, c'est sa signature. Alors, quand l'IA va puiser dedans, elle risque de porter atteinte à ce qu'il y a de plus précieux pour elle. Mes questions étaient respectueuses du texte et l'essence de son travail. Mais si je m'étais aventuré sur un autre terrain, que m'aurait dit Naomi Klein? Je l'ignore. Venons-en plus précisément au fait. On est d'accord pour dire que les réponses sont hyper qualitatives. Elles vont bien au-delà de ce que j'aurais pu moi-même produire au regard du livre qu'elle a écrit. Mais je note aussi qu'il y a des arguments qui vont bien au-delà de ce que Naomi Klein a pu écrire. Par exemple, sur Shoshana Zuboff. L'intelligence artificielle abonde dans mon sens. La réponse est tout à fait plausible. Et d'ailleurs, si on regarde dans la bibliographie de Naomi Klein, elle cite Zuboff. Elle a publiquement vanté les mérites de son livre. Donc on pourrait dire, il n'y a pas de sujet. Mais prenons un autre exemple. Edmond Harcourt et sa société d'exposition. Là aussi, elle a abondé dans mon sens. Et pourtant, dans le livre, aucune référence au livre. Je n'ai pas trouvé non plus dans ses apparitions publiques de référence à Harcourt. Alors là, j'y vois clairement une IA qui outrepasse ses droits. Probablement en constatant dans ses recherches que ces noms de Klein et de Harcourt sont souvent associés. C'était exactement le reproche que Klein faisait à l'association par l'algorithme de son nom à celui de Wolf. Trop souvent associé dans quelque chose de confusionniste qui a amené l'algorithme et les réseaux sociaux à avoir une identité réac chez Naomi Klein, contredisant tous ses engagements. Alors, pour Harcourt, vous allez me dire c'est moins problématique parce qu'ils se rejoignent. Mais pour autant, rien ne permet d'autoriser à penser qu'ils seraient parfaitement en phase. Je fais allusion à cette théorie des trois corps et la Trinité. Hyper intéressant, sauf que je ne l'ai vu ni chez Harcourt, ni chez Klein. Et plus grave encore, l'IA commet des contresens. Je fais allusion ici au passage sur le deuxième corps, le corps caché, celui que j'ai appelé aussi le corps honteux. L'IA a laissé entendre que ce deuxième corps, c'était celui des enfants au Bangladesh, les enfants qui travaillent dans les mines, ces enfants qui travaillent dans les produits pollués. Or, pour Klein, ce deuxième corps, en tout cas tel que je l'ai compris, c'est notre corps à nous, notre corps de consommateur, notre corps de pollueur, ce qui engage la responsabilité à un autre endroit que celle renvoyée au lointain. C'est important de ressaisir ça, parce que ça veut dire que l'IA peut produire des réponses qui sont convaincantes, mais qui sont très éloignées de la réalité. Qui est le garant du sens dans ce cas-là? Eh bien, c'est moi qui l'ai été d'une certaine façon, puisque
toutes les réponses qui ont été fournies ont été générées, certes par l'IA, mais elles sont contrôlées et vigilantes parce qu'il y a derrière une intelligence humaine. Une intelligence humaine qui a lu l'ouvrage de Naomi Klein et qui est à même, à la fin, de vous dire qu'est-ce qui doit être rectifié, qu'est-ce qui doit être corrigé. Alors, à l'avenir, à qui allez-vous vous en remettre? À l'IA ou à l'humain?